Bonjour donc à toutes et à tous. Bonjour à Madame Isabelle Padra-Rebello, qui va se présenter tout à l'heure, je pense, à Monsieur Abati, et puis à Madame Bachot, qui est dans la salle de l'INSEE, des accompagnateurs fidèles de cet observatoire qui cherche à accompagner les accompagnateurs de parents. Donc, vous voyez. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités. Je suis content de vous accueillir ici aujourd'hui. En même temps que j'accueille, je dis un bonjour à celles et ceux qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube, en direct ou en replay. Alors, il faut savoir que nous avons fait le choix de faire une inauguration itinérante. Donc, nous sommes passés depuis lundi à l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport. Mardi, nous étions à Trinité. Mercredi, à Saint-Pierre. Hier, à Shelcher. Et aujourd'hui, au Robert. Lundi prochain, nous retournerons à Shelcher. Et mardi, nous terminerons le trajet, les étapes d'inauguration à Sainte-Luce, dans l'amphithéâtre de l'Espace Sud à Sainte-Luce. D'accord? Alors, c'est un choix qu'on a fait pour permettre aux acteurs de la parentalité de bien comprendre tout l'intérêt que l'Observatoire porte à leur action, leurs travaux, leurs réflexions. C'est un choix que nous avons fait aussi pour arriver à communiquer de façon relativement régulière et permanente avec les personnes qui auront la possibilité de revenir sur les conférences dans YouTube, etc. Je pense que ce n'est pas ce matin qu'on va digérer toutes les informations que l'INSEE va nous délivrer parce qu'elles sont si riches et intéressantes. Mais donc, il y aura la possibilité de revenir là-dessus. Bon. La contrepartie de ce choix, c'est que nous avons observé que, effectivement, les gens préfèrent suivre sur YouTube plutôt que de se déplacer. Alors, certaines conférences ont déjà dépassé la centaine de vues, alors que d'autres, celle d'hier, par exemple, il y en a une qui s'est faite hier matin, sur les émotions, facteurs clés d'apprentissage, et elle a déjà été vue une soixantaine de fois, vous voyez. Donc, il n'y a jamais d'avantages sans inconvénients. Et nous avons en tout cas aujourd'hui l'avantage de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois que l'INSEE travaille avec l'Observatoire. Dès la création de l'Observatoire, l'INSEE a manifesté un grand intérêt pour cette structure-là et une volonté manifeste et répétée de nous accompagner. Donc, un grand merci. Je me permets de me faire l'interprète de beaucoup d'acteurs de la parentalité qui ont déjà un peu pris connaissance de vos documents, de vos analyses et qui en ont parfois été très surpris parce que ce que vous allez nous dire est peut-être par moments différent de ce que nous avons comme dans la tête, comme idée en tête. Et donc, l'important, c'est qu'on soit en phase vraiment avec les réalités. Donc, merci beaucoup, Madame Padra-Rebello, et je vous passe la parole. Okay. Merci, Monsieur Sélénis. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Monsieur Sélénis. Donc, je me présente, Isabelle Padra-Rebello. Donc, je suis chef de la division Action régionale à l'INSEE Martinique. Donc, je vais échanger avec vous quelques premiers mots. Donc, au nom du chef de service de l'INSEE Martinique, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez aux travaux de l'INSEE, en particulier sur le volet démographique et notamment lié à la parentalité. Donc, j'assurerai la présentation donc, avec mon collègue juste à côté, Cyril Abati, donc chargé de valorisation statistique. Donc, dans un premier temps, qui fera un point de méthodologie. Et ensuite, je ferai un cadrage sur la démographie de la Martinique et les données liées aux familles, aux ménages et à la parentalité. Voilà, donc je laisse la parole à M. Abati. Alors, nous allons débuter d'abord sur le volet des définitions clés.
Puis nous allons continuer avec l'analyse des différentes méthodes utilisées pour établir des données, des chiffres. Donc, en attendant qu'on récupère ce diaporama, simplement pour vous signaler que cet observatoire de la parentalité, une structure donc en cours de démarrage, de par la volonté de la Caisse d'allocation familiale et de l'Association des centres médico-psychopédagogiques de Martinique qui se sont associés pour promouvoir la création de cet observatoire. L'observatoire n'est pas créé pour s'arrêter à la collaboration unique entre ces deux structures-là. Nous avons l'intention que toutes les personnes intéressées par l'action parentale et notamment l'approfondissement, l'étude, la recherche autour de cette action parentale puissent rejoindre cet observatoire. Et donc, ça c'est un premier point. Les missions de l'observatoire, elles sont au nombre de 6. Il y a une mission de veille, donc pour essayer d'observer les évolutions sociales et sociétales dans le domaine de la parentalité. Une mission, dans ce sens, par exemple, mardi matin, on va vous présenter un certain nombre de documents qui concernent justement la documentation et des ressources multimédia disponibles dans ce domaine-là. D'accord. Deuxième mission, c'est une mission de recensement. Au moment où nous parlons, la personne ne connaît exactement le nombre d'acteurs de la parentalité en Martinique. Et il y a non seulement le recensement des acteurs, le recensement des actions parentalité, le recensement aussi des besoins et des propositions, des solutions proposées par les acteurs de la parentalité. Troisième mission, c'est une mission j'ai dit veille, j'ai dit recensement, une mission d'accompagnement. Les acteurs de la parentalité sur le terrain, notamment les acteurs associatifs, sont des acteurs qui sont de petite taille en général et qui ont des moyens assez limités et donc qui sont intéressés par un accompagnement de leurs activités dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la formation. Les premières études que nous avons pu réaliser nous montrent que 85% de ces acteurs-là auraient souhaité pouvoir accéder à des formations, à des webinaires, etc. C'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'on a conçu l'inauguration pour mettre à leur disposition des gens un certain nombre de ressources à travers cette inauguration-là. Quatrième mission, c'est une mission de communication, puisqu'il y a des choses fantastiques qui se font sur le territoire, dans des petits coins, etc., mais personne ne connaît trop de quoi il en retourne. Donc, on va essayer de favoriser la communication autour des actions parentalité, des acteurs parentalité sur le terrain. Alors, cinquième mission, j'ai dit veille, j'ai dit recensement, j'ai dit accompagnement, j'ai dit communication. Cinquième et sixième mission, ce sont des missions de projection et de production. Donc il s'agit de réaliser des études, des enquêtes, des analyses et de produire des ressources à ce niveau-là. Alors je crois que le diaporama cette fois-ci est vraiment près de chez près. Voilà. Il n'est pas prêt avec S, prêt avec T. Bon, parce que tout à l'heure il était prêt mais avec S. D'accord. Alors à vous Monsieur Abati, merci beaucoup. Donc, comme je disais, nous allons débuter avec la prise de connaissance sur le premier volet des différentes définitions, puis l'analyse des différentes méthodes utilisées pour produire des données chiffrées et faire des publications diverses et variées. Alors, première définition,
le couple au sein d'un ménage. Selon le recensement de la population, un couple correspond à un ensemble formé de 2 personnes de 18 ans ou plus, sauf exception qui partagent la même résidence principale et qui répond à au moins l'un des 2 critères suivants. Ils déclarent tous les 2 vivre en couple ou être mariés, pacsés ou en union libre. Le ménage, un ménage au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. On peut prendre le cas des colocations par exemple. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Une famille est la partie d'un ménage qui comprend au moins 2 personnes et qui est constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage avec, le cas échéant, son ou ses enfants qui appartiennent au même ménage, soit un adulte avec son ou ses enfants appartenant au même ménage, le cas des familles monoparentales. Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire, ne pas avoir de conjoint ou d'enfants faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre 0, 1 ou plusieurs familles. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires n'ayant pas d'enfants. Alors ici, nous allons voir la définition de personne de référence de la famille. La personne de référence de la famille est, si elle est unique, la personne active ayant un conjoint, sinon la personne active la plus âgée ayant un conjoint. Dans les cas où ces critères ne sont pas remplis, il y a d'autres critères qui permettent de définir la personne de référence de la famille. Alors, à défaut de personnes actives ayant un conjoint, ce sera la personne la plus âgée ayant un conjoint. À défaut de personnes ayant un conjoint, ce sera la personne active la plus âgée ayant un enfant. À défaut de personnes actives ayant un enfant, ce sera la personne active la plus âgée. À défaut de personnes actives, ce sera la personne ayant un enfant la plus âgée. Et à défaut de personnes ayant un enfant, ce sera la personne la plus âgée. Concernant la parentalité, c'est le Larousse qui nous donne la meilleure définition de qu'est-ce que la parentalité. Elle l'a définit comme étant la fonction de parent, notamment sur le plan juridique, moral et socio-culturel. Sur le volet méthodologie des enquêtes, alors les enquêtes sont réalisées par l'INSEE et suivent un circuit spécifique. Elles commencent par un projet d'enquête qui est établi avec une étude de faisabilité et d'opportunité, qui par la suite, ce projet il est transmis au SNIS, le Conseil national de l'information statistique, qui va donner un avis d'opportunité sur ce projet d'étude, qui, par la suite, après sa validation, l'envoie au comité du label. Ce comité du label, lui, par rapport à ces critères, ces différents critères, définit si l'enquête est reconnue d'intérêt général obligatoire ou non et octroie à ce projet un numéro de label ou un numéro de visa. Et l'étape suivante est que ce projet il est confié au comité du secret statistique. Alors, sur les enquêtes, il y a 3 phases importantes. La phase de collecte, la phase d'analyse des données et la phase de diffusion des données. La phase de collecte, elle consiste à ce que les enquêtes de l'INSEE soient réalisées suivant plusieurs modes de collecte. Face à face, par courrier, par téléphone et par Internet.
Il existe des enquêtes trimestrielles, annuelles ou ponctuelles, à panel, à interrogation unique ou à réinterrogation. Sur la phase d'analyse de données, elle s'étend sur des périodes estimées entre 6 mois à 2 ans, suivant l'analyse et l'étude à réaliser. La phase de diffusion de données est l'étape qui permet de produire des données chiffrées et des publications qui sont gratuites et qui sont mises à disposition sur le site de l'INSEE, insee.fr. Alors, ces données chiffrées qui sont publiées gratuitement sur le site de l'INSEE sont le fruit notamment du recensement de la population. Le recensement de la population qui est une opération de grande ampleur qui se réalise toutes les années sur le terrain, qui recense à peu près 24 000 logements qui sont recensés et 38 000 habitants qui sont recensés par 120 agents, des agents recenseurs. Les agents recenseurs, il faut savoir que ce sont des personnes engagées par les municipalités. Ce sont des agents de la commune qui sont formés par des agents de l'INSEE. L'INSEE a un rôle de contrôle et de supervision et de formation auprès des agents recenseurs. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelle concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement qui porte sur la population et les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant à peu près 8% de logements. Alors, le recensement permet de connaître, de chiffrer exactement la population de la commune. Cette donnée est capitale pour les municipalités car elle permet de pouvoir établir le montant des dotations qui leur sera fourni et autres. Il y a un enjeu majeur sur le recensement de la population pour toutes ces choses-là, aussi par rapport aux assurances, etc. Et de plus, il y a un nouvel enjeu qui est sur l'aspect du numérique. Le recensement par Internet s'est lancé depuis quelques années, mais son ampleur et sa croissance est moindre comparée à celle de la France, qui, elle, a 2 fois plus que nous activé le recensement par Internet. On pourrait dire que pour la Martinique, c'est potentiellement dû à un manque d'équipement ou à un manque de savoir pratique sur la maîtrise de l'outil informatique. Alors, il y a comme source, comme j'ai dit, le recensement de la population. Il y a aussi l'enquête MFV, Migration, Famille, Vieillissement, qui a été fait entre 2009 et 2010. Il y a aussi une enquête que mène l'INSEE, qui est l'enquête ménage, auprès des ménages martiniquais, qui fournit des informations. Donc, le volet suivant. Donc, juste avant de passer aux données de cadrage, donc juste à l'instant, donc Cyril vous parlait des enquêtes ménages, notamment l'enquête migration, famille, vieillissement. Donc, en fait, il faut savoir que cette enquête, sur cette enquête, initialement, c'est un protocole de collecte en face à face. Et il faut savoir que maintenant, à l'INSEE, on essaie de développer la collecte multimode. Donc, il peut y avoir une partie de collecte qui est réalisée par Internet, une autre par téléphone, une autre en face à face. Donc, tout ça est prévu, bien sûr, dans les protocoles d'enquête. Il y a aussi une question de coût des opérations statistiques derrière, puisque pour le recensement de la population, on limite le papier. Donc, et pour nos enquêtes ménages, on a aussi une collecte assistée par ordinateur, donc qui s'appelle CAPI.
Il faut savoir aussi qu'à l'INSEE, on a sur le terrain, comme vous l'a dit mon collègue, un réseau d'une trentaine d'enquêteurs en Martinique, donc qui réalisent tout au long de l'année différentes enquêtes auprès des ménages. Donc la plus importante d'entre elles, c'est l'enquête emploi en continu, qui permet notamment d'avoir le chiffre du chômage conformément à la définition du Bureau international du travail. Mais c'est une enquête qui se fait de façon apériodique. Donc on a aussi des enquêtes dites ponctuelles, comme on vous l'a parlé, l'enquête MFV, Migration, Famille, Vieillissement, qui fait le tour de différents thèmes. Et voilà, donc pour l'enquête Migration, Famille, Vieillissement, donc on vous l'a dit, donc la première a eu lieu en 2009-2010, donc il y a la seconde qui a eu lieu en 2020-2021, l'exploitation est en cours. Et elle sera, donc les résultats de cette enquête seront vraiment très intéressantes pour celles et ceux qui s'intéressent à la démographie de la Martinique, mais aussi à toutes les problématiques de migration, de famille, de vieillissement, de solidarité intergénérationnelle, de départ des jeunes, de poids des familles monoparentales, par exemple. Donc c'est une enquête qui est extrêmement riche et qui a été faite sur mesure pour les départements d'outre-mer. Voilà, donc je tenais justement à pointer du doigt cette enquête qui sera très intéressante pour vous tous. Alors, je vais continuer donc sur le cadrage démographique. Donc, je vais vous présenter donc les premières données de cadrage et plus particulièrement la situation démographique de la Martinique. Donc, au 1er janvier 2022, donc la population de la Martinique est estimée à 354 000, environ 400 habitants, dont 191 096 femmes. Donc on a dans la population 54,5% de femmes. On a observé que depuis 2019, la population de la Martinique baisse avec un rythme de diminution qui s'accélère, puisqu'entre 2009 et 2019, la Martinique perd par an de l'ordre de 3 300 personnes en moyenne. Alors qu'en 2011-2021, on est à moins 3 800 personnes en moyenne par an. Donc en comparaison, donc là on vous a mis aussi les comparaisons annuelles pour la France qui gagne donc plus 0,3% de sa population moyenne chaque année. Donc la Guadeloupe est proche de nous et perd moins 0,7% de sa population moyenne chaque année. Et la Guyane, elle gagne en population à plus 2,2% en moyenne par an. Donc le graphique que vous voyez à l'écran, donc là, vous présente le nombre d'habitants en Martinique entre 1990 et 2020. Donc on voit bien qu'à partir de 2009, cette diminution de la population martiniquaise. Et en 10 ans, il faut savoir qu'en 10 ans, la Martinique a perdu 34 000 habitants. On peut juste arrêter quelques minutes sur ce point de retournement que vous voyez autour de 2019, où la Martinique subit, comme au niveau national, donc au niveau mondial, pardon, aussi, les répercussions de la crise financière, dite des subprimes. Donc, la Martinique subit aussi les conséquences par ricochet compte tenu de la nature de notre économie en Martinique. Et en 2009, vous n'êtes pas sans savoir donc, la crise sociale que nous avons traversée d'importance avec le blocage du port, des routes, des voies d'accès, des mouvements de grève assez inédits. Donc, de point de vue économique, on peut dire qu'il y a l'avant 2009 et l'après 2009. Notamment, par exemple, en termes de taux de croissance économique. Entre 2000 et 2008, on a plus de 2,9% de croissance du PIB. En 2009, on a une récession à moins 6%. Et à partir de 2010-2019, on regagne un petit peu en croissance à plus 0,6% par an. Donc ça, c'est d'un point de vue économique, on parle d'avant 2009 et après 2009. Mais d'un point de vue démographique également, puisque vous le voyez sur la courbe, on voit qu'avant 2009, donc on est plutôt en croissance démographique. Et après 2009, on est en déclin démographique. Donc plusieurs composantes expliquent cette baisse de la population.
Donc, dans un premier temps, le solde migratoire qui est négatif. Donc, pour rappel, donc le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre de personnes qui entrent sur le territoire et le nombre de personnes qui en sortent. Donc, en Martinique, on a des départs qui sont plus nombreux que les arrivées, et ce sont des départs qui concernent le plus souvent les jeunes de 18 à 25 ans. Et on peut également remarquer que les arrivées sur le territoire ne compensent pas ces départs. Concernant les échanges migratoires entre les DOM, ils sont plutôt faibles. Et les migrations, on a constaté que les migrations concernent en grande partie les échanges Martinique et Hexagone. Il faut noter également qu'une migration sur 4 concerne l'Île-de-France. Et donc, vous pouvez voir que tous ces mouvements ont pour conséquence et contribuent à déséquilibrer donc, la structure par âge de la population et ont de fait un impact sur le solde naturel puisqu'on a beaucoup moins de jeunes et donc, donc qui dit moins de jeunes, donc moins de femmes en âge de procréer sur le territoire. Donc vous allez voir tout à l'heure aussi cette baisse aussi de notre natalité. Donc là, je vous parlais de structure par âge. Donc là, vous avez représenté, donc là, on vous l'a mis en figé, mais donc tout à l'heure, on va l'animer. Donc la pyramide des âges de la Martinique en 2022. Donc en abscisse, vous avez la population et en ordonnée, les âges. Donc la courbe de droite représente les femmes et celle de gauche, les hommes. On voit donc, quand vous regardez cette pyramide des âges, qu'il y a moins de jeunes, car la base de la pyramide se rétrécit. Et donc, il y a un creux, notamment, qui se forme entre 20 et 40 ans. Et dans le même temps, on a une population qui est vieillissante, avec plus de seniors. Quand on regarde le haut de la pyramide des âges, on voit au contraire qu'elle s'élargit. Donc, on va vous montrer un petit peu l'animation et justement ce vers quoi on tend d'ici les années à venir en termes de population. Donc, vous voyez l'animation en fonction des différentes années. Donc, qui s'affiche à l'écran, vous voyez 2007, 2006, et vous allez voir le changement qu'a cette pyramide, donc avec une base qui au fur et à mesure va se rétrécir, donc qui correspond à ce départ des jeunes, et le haut de notre pyramide qui s'élargit avec notre population qui est plus qui est vieillissante. Hein. Donc voilà ce vers quoi nous tendons pour la population de la Martinique. Voilà. Donc c'est une carte interactive qui est disponible sur notre site internet. Donc on parlait de... Juste avant, voilà, un petit peu trop. Juste avant, voilà, encore, merci, encore. On revenait sur le sol naturel, juste avant. Oui, avant. Le sol naturel. Un petit peu plus avant. Oui. Voilà. Voilà. Donc là, on va parler de sol naturel. Donc en fait, c'est une autre composante au sujet de la population de la Martinique. Donc pour rappel, donc le sol naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Donc, quand vous regardez donc, le graphique présenté, vous voyez qu'en 2020, pour la première fois, le solde naturel devenait négatif à la Martinique. Il s'est établi à moins 57. Et donc, vous regardez donc, le graphique. Donc, en bleu, on a l'évolution des naissances. Et en rouge, l'évolution des décès. Tout ça entre 1994 et 2021. Alors, on voit que les naissances diminuent. Donc jusqu'en 2020, alors que dans le même temps, la courbe des décès augmente. Et pour la première fois, le nombre de décès en hausse rattrape le nombre de naissances en baisse. Donc là où il y a le croisement, en 2020. On va s'arrêter justement sur l'année 2021 où on voit un changement avec une forte hausse des décès qui est notamment liée au vieillissement de notre population, mais bien sûr, comme vous le savez tous, à la pandémie de Covid-19 à la Martinique. Et dans le même temps, on a constaté une légère
petite hausse des naissances. Donc voilà, à suivre, voir si ça va se poursuivre, cette tendance va se poursuivre les années à venir. Donc pour finir sur cette partie, donc nous allons vous présenter quelques indicateurs démographiques avant de rentrer dans le thème des familles. Donc là, pour rappel, donc en Martinique en 2021, on est à 3627 naissances, donc plus 98 par rapport à 2020. Donc, comme je vous l'annonçais, une reprise des naissances. Les décès en forte hausse, on est en 2021 à 4640 décès, donc plus 1054 par rapport à 2020. Vous voyez les indicateurs d'espérance de vie à la naissance, donc avec une espérance de vie qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc on est à 81,4 ans chez les femmes contre 74 ans chez les hommes. Et juste pour aussi vous pointer du doigt l'indicateur conjoncturel de fécondité, donc on est à 1,87 enfants par femme à la Martinique. Donc il faut savoir que ce seuil de renouvellement, donc ça mesure en fait le seuil de renouvellement des générations, et le seuil de renouvellement des générations s'établit à 2,1 enfants par femme. Donc vous voyez qu'on est largement en dessous de ce seuil de renouvellement des générations, puisqu'on est à 1,87. Voilà. Donc on va rentrer, donc je vais vous présenter donc la structure familiale martiniquaise. Donc juste après, donc un tableau qui vous présente la composition des familles. Donc quand vous regardez le tableau, vous voyez donc que la structure familiale de la Martinique se modifie avec une prédominance de familles monoparentales. Donc en 2018, on est à 42% de familles monoparentales, et vous constatez une augmentation de 3 points entre 2008 et 2018. On était à 39% et on passe à 42%. Sur ce tableau également, vous voyez que seuls 4% des familles monoparentales sont représentées par un homme seul avec enfant, contre 38% de femmes seules avec enfants. Donc voilà, donc c'est la décomposition de ces familles monoparentales. Donc il y a 38% de femmes seules avec enfants et 4% d'hommes seuls avec enfants. On peut aussi remarquer que ces familles monoparentales sont plus nombreuses que les familles nucléaires. On appelle famille nucléaire les couples avec au moins un enfant. Donc quand vous regardez le tableau, en effet, en 2018, près d'un tiers des familles vivant en couple avec enfants, donc on a un tiers de familles vivant en couple avec enfants, mais on peut constater que sur 10 ans, donc entre 2008 et 2018, ce nombre a diminué de 8 points. On passe de 38% pratiquement en 2008 à 30% en 2018. Donc voilà ce qu'il faut noter sur cette évolution de notre population. On peut aussi remarquer que les couples sans enfants augmentent de près de 5 points. Donc entre 2008 et 2018, on passe de 23% à pratiquement 28%. Donc voilà la structure pour les structures de famille, de composition des familles. Donc on va passer à l'autre diapositive. Donc on va passer au ménage. Donc ici, donc on a représenté. Alors il me manque. Alors on est peut-être allé trop vite juste avant. Voilà, cette diapositive qu'on n'a pas présentée, donc avec le nombre de familles nombreuses qui diminue. Donc là, on nous a représenté le nombre de familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans. Donc là, on constate que la proportion de familles avec un enfant reste sensiblement la même entre 2008 et 2018, ce qui représente 3 familles sur 10. Par contre, le nombre de familles nombreuses diminue. Moins de 2 familles sur 10 ont 2 enfants. Et on remarque qu'il y a une diminution de 4 points entre 2008 et 2018. On constate également que moins d'une famille sur 10 est une famille nombreuse, c'est-à-dire ayant 3 enfants ou plus.
Je tiens juste aussi à mettre en exercice ce tableau la proportion de familles n'ayant aucun enfant qui augmente de près de 9 points entre 2008 et 2018, puisqu'on passe de 37% à 46%. Voilà. Maintenant, on va passer aux ménages et leur composition. Donc, je vais vous présenter les ménages selon leur composition en comparaison avec la France. Donc, juste pour rappeler qu'au sens statistique, comme on vous l'a dit au tout début, qu'un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Donc là, en Martinique, on note près d'un quart de familles monoparentales au sein de ménages contre seulement 10% en France. On peut remarquer également qu'on a un quart de couples avec enfants en France contre seulement 18% en Martinique. On note également que la proportion de couples sans enfants reste plus importante en France, 26%, contre 17% en Martinique. Donc là, on vous a représenté un graphique d'évolution de la taille des ménages en historique entre 1968 et 2018. Donc ici, on mesure le nombre moyen d'occupants par résidence principale. Donc ce que l'on peut constater, c'est que la taille des ménages est en constante diminution depuis 40 ans. Donc là, nous vous représentons le nombre de personnes de 15 ans ou plus vivant seules, donc selon l'âge, donc sur plusieurs périodes, donc 2008, 2013, 2018, par tranche d'âge. Donc là, vous pouvez constater que le nombre de personnes vivant seules ne cesse d'augmenter, et ce, quelle que soit la période, et plus on avance en âge. On a représenté donc ici le statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus en 2018. On note que l'on a 31% de couples mariés donc à la Martinique. Au contraire, donc la part des célibataires se rapproche des 50%, donc on est à 48,3% de célibataires en 2018 à la Martinique. Donc là, on va parler des jeunes et des migrations. Donc, quelques données de cadrage issues de notre étude sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, au 1er janvier 2021, donc, on a un nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans qui est estimé à 51 982 personnes, donc soit 14,7% de la population, dont 50,8% de femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que le chômage touche particulièrement les jeunes. Donc, on est à 5 700 chômeurs âgés de 15 à 29 ans en 2020, soit un taux de chômage de 29%. Ce qui ressort et ce que l'on sait tous, c'est que bien sûr le diplôme est un atout pour s'insérer professionnellement sans être un garant. Les principales données de cette étude aussi, qu'on a constaté que le sous-emploi est souvent un substitut. Donc souvent, donc les personnes occupent des emplois moins qualifiés que en dessous de leur qualification. Et aussi, on a certains jeunes qu'on a remarqué qui sont ni en emploi, ni en formation. Donc, il faut savoir que qu'on a un nombre de jeunes, on a 3 jeunes sur 10 qui sont ni en emploi, ni en formation. C'est une étude, on va vous en parler par la suite, mais c'est une étude qui est en cours à l'INSEE, donc les résultats vont sortir prochainement, puisque c'est une thématique prégnante à la Martinique, et c'est un partenariat qu'on a fait avec la préfecture. Donc, on va vous en parler tout à l'heure. Donc, suite à notre étude aussi qu'on a faite sur les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte, donc on a remarqué qu'ils sont plus souvent que les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte quittent plus souvent leur région natale. Donc, en 2017, un tiers des natifs de Martinique, âgés de 15 à 64 ans, donc vivent
voit pas bien ma diapositive. Voilà. Vous voyez pas, est-ce qu'on peut ajuster, on peut pas ajuster la diapositive, voilà. Donc je vais le dire. Donc en 2017, un tiers des natifs de Martinique âgés de 15 à 64 ans vivent dans une autre région française. Donc c'est ce qu'on a noté. Les jeunes en particulier quittent davantage leur région de naissance. Et le plus souvent, c'est pour pour la poursuite d'études ou pour la recherche d'un emploi. Donc, ce sont leurs principales motivations de départ. Et on a aussi remarqué que les jeunes femmes partent plus souvent et qu'elles reviennent beaucoup plus vite, notamment pour s'occuper de leurs parents âgés. Donc, on a remarqué que les femmes sont plus nombreuses à revenir sur le territoire. Après. Donc, je vais vous dire quelques mots. Donc, on en parlait tout à l'heure sur l'enquête Migration, Famille, Vieillissement. Donc, la première qui a eu lieu en 2009-2010 et la seconde en 2020-2021. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que c'est une enquête qui est menée en partenariat avec l'INED. Donc, spécifiquement pour les départements et les régions d'outre-mer. Donc, comme je vous le disais, la deuxième enquête MFV a été reconduite en 2020-2021 et elle a pour objectif de mieux connaître les évolutions démographiques dans les départements d'outre-mer et leurs effets sur la société et l'économie. Donc, les données collectées donc, au sein de cette enquête Migration, Famille, Vieillissement permettront d'analyser donc, les grandes évolutions démographiques, sociales, économiques et sanitaires donc, des sociétés d'outre-mer durant les 10 dernières années. Différentes thématiques sont abordées, notamment la famille et l'évolution des structures familiales, le changement des comportements de fécondité, les trajectoires migratoires, les conditions de vie des personnes âgées, la place et les perspectives d'avenir de la jeunesse, l'importance de la précarité sociale, l'évolution des formes traditionnelles de solidarité en lien avec le vieillissement de la population. Donc, tout un tas de thématiques qui vont très certainement intéresser l'Observatoire de la parentalité. Concernant les familles monoparentales et maternités précoces, on a remarqué qu'elles sont fréquentes dans les départements d'outre-mer. Un enfant martiniquais sur 3 vit toute son enfance au sein d'une famille monoparentale. Plus d'une Martiniquaise sur 10 a eu son premier enfant avant 20 ans. Et être mère jeune est un substitut de statut social. En fait, quand on parle de substitut de statut social, c'est-à-dire que souvent, ces mères qui sont très certainement en situation de précarité, qui n'ont pas forcément d'emploi, le fait d'enfanter, pour elles, c'est aussi avoir un statut social, être inséré dans la société, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de substitut de statut social. Donc, un Martiniquais sur 10 n'a jamais quitté son département. Donc, un natif de Martinique sur 10 n'a jamais quitté son département. Près d'un tiers sont partis durablement plus de 6 mois pour un emploi ou pour le service militaire, donc à l'époque, ou pour les études. Il faut savoir que la France métropolitaine est la destination privilégiée des Martiniquais et que la mobilité géographique, on a remarqué que la mobilité géographique favorisait l'insertion professionnelle des Martiniquais. Donc, on parlait donc de solidarité intergénérationnelle. Donc, elles apparaissent moins fortes en Martinique que dans les autres départements d'outre-mer. Ce qu'on tire aussi de cette étude, c'est que les personnes âgées sont souvent aidées dans leur quotidien par leurs enfants et que l'aide financière bénéficie plus aux jeunes qu'aux plus âgés.
Concernant, donc je vais vous faire rapidement un petit retour sur nos études à venir. Si Cyril, tu veux en parler. Donc les études dont on va parler, qui vont sortir d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Alors, il y a un programme, un calendrier d'études des prochaines publications qui doivent sortir entre novembre et janvier. Alors, la première, c'est sur les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation en Martinique. Il y a une autre qui concerne le comportement alimentaire des Martiniquais. Et une dernière sur le bilan social 2021. Voilà. Donc, juste avant de prendre vos éventuelles questions, juste pour vous dire également que vous avez à disposition donc l'ensemble des publications dont on a parlé à travers la présentation qui sont disponibles sur notre site internet. Et juste après vous montrer qu'il y a un portail d'accès aux données françaises en sciences humaines et sociales et plutôt à destination de la communauté des chercheurs. Donc il faut savoir qu'avec l'Observatoire, nous avons eu aussi à faire des présentations avec nos chercheurs à la fois de Martinique et au niveau international, donc qui ont été aussi très intéressés par les données pour mieux connaître notre territoire. Et il faut savoir qu'il y a juste un lien, donc il y a ce portail qui est disponible pour la communauté des chercheurs. Voilà. Donc, en tous les cas, je tiens à remercier Monsieur Sélénis et à vous remercier tous pour votre écoute. Et nous sommes à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions ou échange, partage. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Madame Padra-Rebelo, Monsieur Abati. La pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Et malheureusement, il nous faut vraiment prendre de plus en plus conscience des réalités démographiques et familiales et sociales dans lesquelles nous vivons. Il y a eu des mutations, comme vous l'avez montré, importantes, qui ne sont pas particulièrement favorables, en tout cas de nature à inquiéter et à nécessiter des réflexions et des actions vigoureuses, pas rigoureuses aussi, mais vigoureuses surtout. D'accord. Donc, la parole est à vous dans la salle. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas. Je vous passe le micro. Bienvenue, madame. Je vous en prie. Bonjour, messieurs, dames. Merci pour cette belle intervention. C'est pas vrai? Oui. Comme je vous avais dit, je vais très certainement aller sur le site de l'INSEE pour revoir toutes ces données et qui sont très précieuses, effectivement. Bon, ma question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais j'étais en train de me demander, mais comment définit-on un Martiniquais aujourd'hui? Est-ce par le lieu, parce qu'il y est né, parce qu'il y vit depuis quelques années, ou sous quels critères? Est-ce que vous avez des réponses à cela? Donc, en fait, un Martiniquais, donc c'est quelqu'un qui est né sur le territoire, donc de la Martinique, de toutes les façons, donc qui vit à la Martinique, voilà. Donc, en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, avec l'enquête recensement, donc, ce sont tous ceux qui sont sur le territoire qui sont recensés. Donc, après, on peut avoir, voilà, donc c'est à un moment donné, après, il peut y avoir des départs et des arrivées, mais à une période donnée, tous ceux qui sont sur le territoire sont recensés au sein de notre enquête recensement de la population. Vous voyez? Donc, voilà, ça reste... on se base sur ces données-là. Voilà, c'est vraiment ces données-là sur lesquelles on se base. Il peut y avoir toutes sortes de mouvements migratoires,
Mais voilà, on est sur une période donnée et on recense les personnes sur la période qui sont sur le territoire. Plus de 6 mois, bien sûr. Voilà. Plus de 6 mois. Autre réflexion, question? Merci. Juste pour savoir si au niveau de ce que vous avez dit tout à l'heure, certains jeunes, enfin, certains actifs occupent des emplois en dessous de leur qualification. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre le pourquoi? Merci. Donc, c'est vrai que nous avons réalisé, donc, il y a quelques années, une étude sur les métiers en tension, donc à la Martinique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, donc déjà, on est sur des métiers qui sont occupés plus souvent par des personnes plus âgées, c'est-à-dire que souvent les gens retardent donc leur départ. Donc, on est sur des métiers. Et souvent, c'est pas comment dire, il n'y a pas adéquation entre l'offre qui est proposée à la Martinique, il n'y a pas forcément adéquation avec la qualification que le jeune peut avoir. Il ne trouve pas forcément dans le domaine pour lequel il a étudié. Et donc, il se retrouve, s'il ne trouve pas sur le territoire, il se retrouve à occuper un autre poste, tout simplement pour boire et manger. Hein. Pour boire et manger, à occuper un poste en dessous, donc en sous-emploi, donc en dessous de sa qualification, pour pouvoir vivre. Sinon, il se retrouve à quitter le département. Et c'est ce qu'on est en train d'observer sur la Martinique depuis de nombreuses années. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour favoriser le retour de nos jeunes. Mais voilà, c'est une réelle problématique. Donc, c'est pas à nous, hein, INSEE. Nous constatons. Donc, ce sont des politiques publiques qui doivent être mises en place de façon drastique, parce que là, il y a urgence, il faut le dire, pour faire revenir nos jeunes et pour qu'on ait voilà, donc il y a des actions à mener aussi pour nos personnes âgées, mais il y a aussi des actions pour favoriser le retour des jeunes, favoriser les naissances pour que le département continue à vivre, voilà, ne serait-ce qu'économiquement, et voilà, qu'il y ait une certaine un dynamisme à la Martinique. Voilà. Donc les politiques publiques sont au courant. Après, charge à eux de mettre en place des actions pour favoriser, en tous les cas, à la fois le retour de nos jeunes et aussi que nos aînés puissent vivre aussi dans de bonnes conditions. Voilà. Est-ce que vous avez une cartographie des professions depuis 10 ans en Martinique? Oui. On peut la voir sur votre site également? Exactement. Donc, sur le site Métiers en tension, donc vous avez la cartographie de tous les métiers avec donc qui vous représentent. Et donc, vous avez aussi les argumentaires. Hein. Donc, on vous présente les métiers qui ont besoin de main-d'œuvre à la Martinique. Donc, on aura besoin sur les 10 prochaines années, dès maintenant d'ailleurs. Et vous pouvez, donc vous tapez dans notre site, donc c'est vrai qu'on nous dit que notre site n'est pas forcément facile c'est pas évident, donc ce que vous faites, c'est que dans le moteur de recherche, vous mettez métier en tension et vous allez retrouver les études. Donc vous avez à la fois un 4 pages et un dossier complet qui vous donne vraiment les données et les métiers où on aura besoin de main-d'œuvre dès maintenant à la Martinique. Donc ça permet aussi à nos jeunes, donc c'est vrai qu'on a l'occasion de faire des présentations dans les collèges et les lycées, et on a été amené à présenter cette étude pour permettre aussi à nos jeunes de mieux s'orienter. Donc voilà, ils peuvent faire ce qui les intéresse, mais c'est vrai que s'ils souhaitent rester sur le département, on leur dit, ben voilà, les axes de développement, les métiers qui auront besoin de main-d'œuvre, notamment tout ce qui est service à la personne, par exemple. Donc, ce sont des métiers où on aura besoin de monde. Tout ce qui est comptabilité. Donc, tout ça est développé dans l'étude de métiers en tension. Et est-ce qu'en parallèle, vous avez également la même projection des formations proposées dans le cadre de l'éducation nationale ou en post-bac? Alors, donc ça c'est d'autres organismes qui le font. Donc, c'est vrai qu'on a des partenaires en ARIA, notamment avec tout ce qui est Pôle emploi à GEFMA. Donc, ce sont aussi les interlocuteurs qui pourront mieux répondre sur cette partie formation disponible. Donc, que ce soit la GEFMA, Pôle emploi, donc tous les partenaires d'ailleurs qui ont collaboré justement à cette étude métier en tension. Oui. Merci.
Oui, justement, alors au niveau du Pôle emploi, il y a la quête BMO, les besoins de main-d'œuvre, et ils font des analyses statistiques des offres d'emploi et demandes d'emploi qu'ils collectent, hein, et qui donnent des indications à ce niveau-là. Hein. D'accord. Voilà, mais si on prend un peu de recul, on se dit vraiment... on est en grosse difficulté là. Hein. Pas seulement mutation, il pouvait y avoir des mutations très bénéfiques, mais là, on est vraiment en grosse difficulté et ça devrait nous inciter effectivement à bien comprendre et à bien agir pour sur toutes les causes et conséquences des situations que nous vivons effectivement. Bon, je crois qu'il faut déclarer la guerre à l'insouciance, hein, à l'inconscience et puis à l'inaction. Voilà. Donc, c'est très important que vous nous ayez apporté ces éléments-là. Est-ce qu'on a... Alors, j'ai noté la baisse qui s'est encore accentuée en 2021 du taux de fécondité. Bon. Et est-ce que vous avez des éléments d'explication de cette baisse du taux de fécondité? On se doute qu'il y a des facteurs, hein, mais quelle est l'importance de ces différents facteurs-là et comment ils fonctionnent dans la prise de décision de faire un enfant ou pas. Bon, pas plus tard que mercredi, nous étions à Saint-Pierre et une jeune femme qui était dans l'assistance, en plaisantant, on lui dit, mais alors, par contre, prochainement, oh là 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 là, moi, ah non, 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 voyez, et bon, on n'a pas poussé la discussion plus loin, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir des éléments, si vous les avez déjà, ou si vous avez l'intention de les découvrir. Donc, c'est des études qu'on peut mener pour approfondir, mais c'est vrai que pour l'instant, on a des hypothèses. C'est vrai que, de toute façon, nous le savons. Donc, c'est le contexte social ne favorise pas déjà le fait que l'envie d'avoir un enfant. Bien sûr, vous avez vu que nous avons le départ de nos 20-40 ans. Donc, c'est vraiment l'âge où on fait des enfants. Donc, ils s'en vont. Donc, forcément... Voilà, ils les font ailleurs, donc ça sera pas sur la Martinique qu'on pourra observer un meilleur taux de fécondité. Voilà, un indice conjoncturel de fécondité. Donc tout ça, ce sont des hypothèses, mais comme vous disiez, Monsieur Sélénis, après, vous avez pu remarquer quand même qu'en 2021, voilà, on a une petite tendance. Est-ce que ça va se poursuivre cette année et les années à venir? Point d'interrogation. Mais tout ça est lié aux actions à mener pour justement permettre à nos femmes en âge de procréer qu'elles restent sur le territoire pour pouvoir... Et puis tout un dynamisme, il y a beaucoup à faire pour pouvoir améliorer. Mais par contre, ce sont des études qui peuvent être menées auprès de cette population pour pouvoir savoir les raisons du fait qu'elles ne font pas d'enfants, mais tout en sachant que la population qu'on va toucher à la Martinique, enfin étant donné qu'ils partent, donc il aurait fallu qu'on élargisse le champ des Martiniquais qui vivent, par exemple, sur le territoire national. Il faudrait qu'on élargisse ce type d'études pour savoir, déjà, ils reviennent pas, voilà, sur le territoire, ils font leurs enfants ailleurs, donc du coup, c'est en partie ça l'explication. Hein. Oui, on s'en doute, et peut-être que ça serait intéressant effectivement de creuser, hein, pour bien comprendre le poids respectif de différentes causes, hein, et les actions utiles pour pallier ce type de difficultés-là. Hein. Je crois que, enfin, je sais que vous avez beaucoup de travail à faire. Les études que vous publierez d'ici la fin de l'année sont loin d'être inintéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Et là, j'en profite pour
salue vraiment votre engagement, votre détermination et pour lancer modestement un appel à toutes les autorités pour que effectivement elles puissent accompagner au mieux votre institut et toutes les structures comme l'Observatoire de la parentalité et d'autres qui s'intéressent à la compréhension des phénomènes sociétaux en Martinique. C'est mardi après-midi, nous avons une intervention remarquable de l'Observatoire caribéen du climat scolaire. Il y a beaucoup de gens qui ignorent tout simplement son existence. Il existe depuis 2 ans. Il a fait une enquête sur les violences et discriminations dans les collèges de Martinique. Une enquête tout à fait intéressante, que je pourrais d'ailleurs vous communiquer, puisque c'est vous les spécialistes. Donc, je vous le dis d'ores et déjà que je compte beaucoup sur votre expertise, votre accompagnement, dans toute la mesure de vos possibilités, pour que l'Observatoire fasse son chemin dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, j'entends aussi beaucoup de réflexions. Alors là, la situation dans laquelle on se trouve et dont les gens prennent de plus en plus conscience, génère des peurs, des angoisses, des anxiétés considérables. Et j'entends de plus en plus, me semble-t-il, mais c'est peut-être ma propre peur qui est là, j'entends de plus en plus de réflexions sur la situation démographique des familles, etc., des jeunes et de l'émigration, etc. Des réflexions qui parfois s'écartent sensiblement des réalités déjà pas évidentes que nous vivons, mais des réflexions qui, dans l'esprit des gens, c'est tellement mauvais la situation qu'il y a souvent une tendance à encore aggraver le poids de certaines réalités. Et donc je crois que c'est important effectivement que chacun puisse avoir la notion la plus exacte possible de la réalité des choses en Martinique. Je m'interroge par exemple si, à côté des efforts que vous faites déjà de communication, etc., est-ce que ça ne serait pas intéressant par exemple de publier une collection, je vais dire ça comme ça, de profils type. C'est-à-dire par exemple, aujourd'hui, le Martiniquais moyen et le Martiniquais moyen de 2050, etc. Vous voyez, c'est beau de voir par exemple la pyramide des âges. Vous savez qu'on a quand même quelques personnes fâchées avec les statistiques dans le pays, et donc les chiffres en général. Donc peut-être que ça serait intéressant à ce niveau-là, par exemple, le profil type je l'avais fait à un moment dans un établissement scolaire concernant les élèves et leurs parents, et ça avait bien fonctionné parce que en présentant le profil type de l'élève de 6e, de 5e, etc., le profil type du parent d'élève, etc., ça avait permis de fixer un peu certaines idées, parce que chacun a en tête, grosso modo, une idée, une représentation de ce qu'est l'enfant, l'élève de 6e, de ceci, de cela, le parent, etc. Et recadrer les choses à certains moments, ça ne vaut que ce que ça vaut, bien entendu, mais recadrer les choses à ce moment-là, ça permet aux gens de s'interroger sur les représentations mentales qui se font de la réalité. Donc je vous fais cette proposition-là, peut-être que ça peut vous intéresser. Oui, donc à étudier, en effet. Attends. Tout le monde parle dans le micro, sinon nos amis à l'extérieur n'entendront pas. Qu'en est-il des naturalisations qui sont faites chaque année et peut-être quelquefois plusieurs fois par année par la préfecture? Comment, entre ces personnes
devenues martiniquaises dans vos statistiques? Donc, c'est vrai que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai que nous sommes soumis aussi, bien sûr, au secret statistique. Donc, ce ne sont pas des données qu'on va diffuser. Donc, ce ne sont pas des données diffusables et qui ne seront pas grand public. Donc, ça, c'est sûr que cette formation-là, nous ne pourrons pas la donner. Donc, ça, nous sommes clairs là-dessus. Donc, ne donnez pas ce type d'informations au niveau de l'INSEE, en tout cas. Et puis, bon, comme il n'y a pas d'autres questions, juste pour revenir sur les recensements dont vous avez parlé tout à l'heure, que les mairies, effectivement, embauchent des recenseurs. Il y a quelquefois chez le Martiniquais une crainte à répondre parce qu'il y a la peur de la transmission aux impôts. Et les gens pensent toujours qu'il s'agit de uniquement vérifier la superficie de la maison, etc. Donc, comme on a aussi parlé de formation, que peut-on faire à ce niveau-là? Oui, donc ça reste une réelle problématique et en plus de ça, ça s'est amplifié notamment avec la COVID-19. Donc, il y a beaucoup de réticences. Donc, il faut surtout savoir que toutes les données qui sont collectées sont confidentielles et, comme je viens de le dire, soumises au secret statistique. Donc, aucune information n'est divulguée à qui que ce soit. Les données qui sont utilisées sont anonymisées, bien sûr, et que vous pouvez justement avoir accès aux données du recensement des populations, enfin toutes les données que vous avez sur notre site internet. Donc c'est vrai qu'il faut rassurer la population, même dans notre entourage, hein, parce que c'est vrai que nous avons donc, que ce soit sur l'enquête recensement, les agences recenseurs, mais même sur nos autres enquêtes ménages, nous avons des remontées de nos enquêteurs qui ont beaucoup de mal. Donc les gens maintenant ouvre difficilement voilà. Et il faut savoir que l'agent recenseur est muni d'une carte professionnelle. Donc, réclamez cette carte. Donc, vous êtes en droit de réclamer cette carte pour vous assurer de qui est chez vous, etc. Et sachez que nous avons besoin de vous donner, c'est ces données-là qui nous permettent de sortir des chiffres riches et qui, pour répondre aux besoins de nos politiques publiques. Donc, c'est vrai qu'il est important pour nous d'avoir ces données. Donc, nos données sont confidentielles, anonymisées et soumises au secret statistique. Donc, c'est vraiment... N'hésitez pas à le dire autour de vous. Et les enquêteurs, que ce soit les agents recenseurs, les enquêteurs qui sont sur le terrain, qu'ils présentent leur carte. Voilà, ce qu'ils font, hein. Ce qu'ils font, mais si voilà la personne a besoin d'être rassurée, regardez, et ils ont même la possibilité d'appeler, même pour les agents, d'appeler l'INSEE pour en être sûr, pour être rassurés, voilà, puisque c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des charlatans qui veulent rentrer dans la maison, etc. Mais ils ont une carte professionnelle, donc et ils peuvent aussi appeler l'INSEE pour être rassurés. Donc, n'hésitez pas à faire passer ce message, puisque c'est vrai que nous avons des remontées de nos enquêteurs qui ont de plus en plus de mal à pouvoir faire les enquêtes au sein des foyers. Voilà. Merci de votre question, en tout cas. Je suppose que ces enquêteurs sont susceptibles de présenter un document non seulement d'identification, mais aussi de procédure qui indique justement, parce que des fois, entre ce qu'on dit à la personne et puis ce qu'elle va voir écrit, elle aura peut-être plus confiance encore à faire, si on lui présente un papier sur lequel c'est écrit noir sur blanc, tamponné, etc. Je confirme, M. Sénis. Oui. Bonjour, je n'ai pas assisté à votre exposé, sans doute avez-vous donné cet élément, mais je voudrais savoir, on assiste à une augmentation de la population en situation de handicap, que ce soit chez les enfants que chez les seniors. Et donc, sur cette progression, je voulais savoir si vous aviez intégré ça à la problématique de natalité, parce que ça n'est pas sans effet par rapport à cette évolution.
Oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la problématique handicap ce matin, donc c'est vrai qu'on a parlé de démographie et principalement, donc ce qui nous réunit aujourd'hui, tout ce qui est famille et parentalité. Donc c'est pas une thématique qu'on a explorée, mais c'est une donnée en tous les cas qu'on peut avoir, notamment très certainement avec l'Agence régionale de santé, donc qui pourrait vous fournir cette donnée plus précise par rapport à la notion d'handicap. C'est pas une thématique qu'on a abordée ce matin. Mais c'est surtout son impact. L'impact, voilà, c'est ça. Voilà. Nous, non, au niveau de l'INSEE, mais peut-être que l'ARS peut avoir des données intéressantes qui pourraient répondre à votre questionnement. Comment dirais-je, c'est un état d'esprit qu'il faut qu'on conquiert. Parce que ce n'est pas l'état d'esprit dominant à l'heure actuelle, celui de chercher à fouiller, à gratter, à essayer de comprendre les choses telles qu'elles existent réellement, quant au fond, etc. Bon, c'est presque congénital à la société martiniquaise. Elle est créée par des éléments exogènes. Ensuite, elle se constitue comme elle peut. Les politiques publiques sont souvent conçues à l'extérieur pour des situations assez différentes des situations qu'on vit en Martinique, etc. Bon, donc, et on a un déficit considérable d'éléments de compréhension, de connaissance, d'évaluation de la situation. Bon, à partir de là, bon, ça devient compliqué que les gens se fassent une représentation relativement correcte des choses. C'est peut-être souhaitable ou pas, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Et à partir de là, effectivement, ça devient complètement vital maintenant qu'on ait accès à ces données-là. Vous faites un travail remarquable avec des moyens qui sont faibles. Bon, moi je sais que j'ai déjà fait la tentative auprès d'enquêteurs, dans des enquêtes nationales, pour essayer de voir dans quelle mesure ces enquêtes-là pourraient se faire dans les DOM, pas même en Martinique seulement, dans les DOM. D'accord? J'ai eu à discuter avec l'équipe en charge de, je ne vais pas citer quelle enquête, mais l'équipe en charge de cette enquête-là sur le plan national. Bon, il leur a dit oui, mais pourquoi vous ne faites pas dans les DOM, etc. Et ils m'ont montré, chiffre à l'appui, ils m'ont dit voilà, faire dans les DOM, ça coûterait tant. Et à partir du moment où ça coûterait tant, bon, il n'a pas été décidé de dépenser tant pour pouvoir faire cette enquête-là dans les DOM. D'accord? Il y a parfois, voire assez souvent, des éléments spécifiques qui font qu'il faut adapter, il faut modifier, il faut les questionnaires, les processus, les ceci, les cela, bon, il faut déplacer des gens, il faut, etc. Et finalement, bon, il y a, me dit-on, dans le cas d'espèces en l'occurrence que j'ai connu très concrètement, me dit-on, bon, ça représenterait un surcoût non négligeable. Et donc, on n'a pas estimé, tout ça, ce sont des décisions politiques de haut niveau. On n'a pas estimé qu'il fallait faire cette enquête-là dans les DOM. Résultat, bon, comme il y a des choses qui se font, de toute façon, il y a des choses qui se font. Que ces choses-là soient adaptées ou pas aux besoins des réalités spécifiques des DOM, c'est souvent une autre histoire. Voyez? Et aujourd'hui, tout le monde sait que le diable est dans les détails et que par conséquent, lorsque les politiques publiques ne sont pas adaptées aux réalités, elles ne peuvent qu'échouer. Elles ne peuvent qu'échouer, voire non seulement échouer, mais avoir des effets
pervers, pernicieux, considérable. Voyez. Donc, on en est là aujourd'hui. Je crois que s'il y a vraiment des décisions, je ne dis pas ça parce que je suis à l'Observatoire de la parentalité aujourd'hui. Je suis à l'Observatoire de la parentalité aujourd'hui parce que je pense ça. Parce que je constate dans nos actions, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan de la prévention, que sur le plan de l'accompagnement, etc., il y a nécessité de disposer d'éléments précis, concrets, beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus importants que ceux dont on dispose à l'heure actuelle. Sinon, on continuera à passer à côté de beaucoup de sujets, de solutions. Voilà. Bonjour, donc je suis Gaëlle Pauman. Actuellement, alors, excusez-moi, je suis arrivée en retard, désolée. Du coup, je ne sais pas exactement de quoi vous avez traité depuis 9 heures. Donc, je suis à l'origine d'un projet, justement, d'accompagnement à la parentalité qui vient de voir le jour. J'ai une question aujourd'hui, en fait, par rapport au projet qui a été mis en place au niveau national, mais dans certaines régions, donc qui est le projet REPAP. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette expérimentation, puisque clairement c'est un essai, donc qui a lieu seulement en Guyane, pour parler des dom-toms. REPAP, oui. Ça consiste à avoir un référent professionnel de la grossesse d'une femme jusqu'aux 3 mois à peu près de l'enfant, une fois qu'il est né. Je ne saurais vous répondre à brûle pour point comme ça. On note la question et on cherchera à vous apporter les éléments de réponse nécessaires. D'accord. Bienvenue. Hein. Et puis, merci de votre détermination à poursuivre avec nous. Bonjour. Je voudrais savoir dans votre étude, étant donné que vous avez dit, d'après votre étude, que la plupart des personnes qui quittent le département, ce sont des jeunes, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir un rapport par rapport au pourcentage de diplômés vis-à-vis du territoire national? C'est-à-dire que savoir combien de diplômés qu'on a, peut-être au mètre carré si possible, et puis savoir les domaines qui sont les plus privilégiés par les jeunes du fait qu'ils quittent le département. Merci. Oui, alors à vérifier, mais au sein de l'étude, je pense qu'on peut avoir le pourcentage diplômés qui sont de ceux qui sont hors du département. Après, sur la deuxième question, point d'interrogation. Mais en tous les cas, les études, vous avez le lien. Je ne sais pas si on pourra mettre accès le diaporama, M. Sélénis, aux participants par la suite, puis c'est vrai que nous avons le lien vers les études et qui pourront peut-être vous renseigner sur cette thématique, notamment sur l'étude sur les natifs des Antilles de Guyane qui quittent leur région natale. Donc il y a pas mal d'informations très intéressantes au sein de cette étude-là, que vous pouvez retrouver sur notre site. Hein. Donc l'étude s'appelle Les natifs des Antilles de Guyane et de Mayotte. Donc c'est le nom de l'étude, hein, quittent souvent leur région natale, contrairement aux Réunionnais. Donc au sein de cette étude Nice première de 1853, je pense qu'au sein de cette étude, vous allez trouver pas mal d'informations intéressantes par rapport à cette population qui est hors du département. Voilà. Oui, je confirme. Oui, c'est bon? Oui, je confirme. Hein. Donc, il y a une feuille d'émargement. Si vous laissez effectivement vos coordonnées, on pourra vous transmettre non seulement ce document-là, mais vraisemblablement aussi d'autres documents par la suite. 1re chose. 2e chose, alors, en principe,
On va mettre un certain nombre de documents relatifs aux conférences débats de cette inauguration sur la chaîne YouTube. Et troisième chose, nous sommes en train de préparer d'autres outils de communication, notamment notre site internet et puis tout le Bataclan, quoi, Facebook, Instagram, etc. Bon, voilà. Donc, j'espère que prochainement, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde de récupérer ces données-là, puisque là, c'est chaque acteur dans sa catégorie, dans son territoire, etc., qui a besoin de cela. Je vais vous dire aussi que la porte et le numéro de téléphone de l'Observatoire vous sera toujours ouvert, n'est-ce pas, accessible, l'adresse aussi. Et donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. On est là pour ça. La mission, souvenez-vous, la troisième mission est mission d'accompagnement. Et c'est très important. Voilà, et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, réflexions, je crois qu'on pourra remercier à nouveau chaleureusement nos intervenants d'aujourd'hui, Monsieur Abati, Madame Bachoro qui les a accompagnés et Madame Padra-Rebello. Voilà. J'ai oublié de présenter les excuses de Monsieur Horatius Clovis, qui a été empêché aujourd'hui, qui peut-être arrivera à nous rejoindre la semaine prochaine, mais ceux qui le savent, n'est-ce pas, peuvent témoigner que l'INSEE est vraiment impliqué aux côtés de l'Observatoire et à travers l'Observatoire aux côtés des acteurs de la parentalité en Martinique. Ça, je ne s'est pas contenté de faire des analyses sur la réalité démographique et puis des familles en Martinique, mais elle s'implique vraiment sur le terrain pour que nous puissions tous ensemble transformer cela en action opérationnelle de qualité. Voilà. Alors, on prend quelques minutes de pause pour se dégourdir les jambes, tout ça. Et puis, dans quelques instants, c'est le professeur Aimé Charles Nicolas qui va nous entretenir des addictions et des parents face aux addictions. Alors, Aimé Charles Nicolas devait être présent avec nous aujourd'hui. Par contre, il a dû prendre l'avion. Il n'est pas en Martinique en ce moment et il interviendra en visioconférence. D'accord ?